Et je ne peux m'empêcher de voir que nous sommes 65 et que sur ces 65, il y a 41 femmes et 24 hommes. Vous en pensez ce que vous voulez, mais ça a probablement plus de signification qu'on croit sur la place accordée aux vulnérabilités. Car en effet, si nous étions à un congrès de médecins généralistes, comme on peut souvent être, il y aurait moitié-moitié, en gros. Mais si nous étions à un congrès de neurochirurgie, il y aurait en gros un peu moins de 10 femmes et 55 mecs. Intéressant parce que ça va nous guider sur comment les implications de ces 3 observations chiffrées que je viens de faire, en vous regardant et en vous comptant, hein, c'est mon côté Redman, excusez-moi, mais comment dire, c'est à Valenciennes, vendredi dernier, que j'ai vu du 50-50. C'était une grande réunion des hôpitaux publics de la région, je dis bien public, dans ce bassin minier, où l'on dit que les gens sont trop cons pour être intelligents, si j'ai compris ce qui a été dit ce matin. Mais en fait, avec 50-50, et je vous invite à y réfléchir, avec 50-50, il me semble qu'ils disent le contraire, car en créant du 50-50, il y avait 400 personnes quand même, ce qui en plus signe l'adhésion, mais en faisant du 50-50, ça, comme quand j'étais prof à la fac, là maintenant je suis émérite, alors je le fais pas trop, mais si j'étais encore en... J'aime pas les sonneries pendant que je parle. Et avec du 50-50, ils disent le contraire en se libérant d'un rapport de domination. Et c'est sur cet aspect-là de la vulnérabilité, être prisonnier des rapports de domination, que je voudrais intervenir. D'abord, premièrement, la vulnérabilité, les vulnérabilités. C'est un mot, le mot de vulnérabilité, qui semble, mais qui semble seulement n'aller bien qu'au pluriel. En fait, cela est le cas parce que les vulnérabilités sont en général définies par le registre de leur cause, ce qui n'est qu'une façon de faire et qui, au fond, me semble correspondre à s'expliquer par le saucissonnage académique. Il y a les vulnérabilités du médecin qui sont des vulnérabilités physiologiques, génétiques, biologiques. Ce sont aussi, pour celles qui sont physiologiques, des vulnérabilités qui sont celles du démographe, qui ont tant travaillé aussi pour cerner ce champ de la mobilité, de la vulnérabilité. Il y a les vulnérabilités sociales, culturelles, qui relèvent de la sociologie, les vulnérabilités économiques, qui relèvent de l'économie, des économistes, peut-être pas tout simplement parce qu'ils sont économistes, alors il y a les vulnérabilités économistes, tu le diras, Florence, plus tard dans la journée sans doute, et etc., etc. Et il y a des vulnérabilités environnementales, mais là c'est un peu plus flou parce que la science environnementale est toute récente, encore en formation, et donc on parlera de vulnérabilité climatique, géologique, chimique, etc. Bon, c'est un premier point. Ensuite, les vulnérabilités, et toutes ces vulnérabilités peuvent intéresser le géographe, mais je n'ai pas besoin de le préciser. En outre, beaucoup d'auteurs ont insisté sur le fait que la vulnérabilité ne se laissait pas bien enfermer dans une définition, car aux causes de vulnérabilité, qui sont pour moi des champs académiques, qui n'ont pas lieu d'être, de raison fondamentale d'être, il y a une grande variabilité des formes de la variabilité, ce qui n'est pas étonnant, puisque la variabilité, c'est le caractère intrinsèque du vivant, comme on sait, et donc, en conséquence, il est normal que quelque chose qui concerne les êtres vivants, les vulnérabilités, soit également très variable. Et il existe autant de vulnérabilités que de patients et de pathologies, du fait aussi de leur association entre elles, de leur cumul des vulnérabilités. Et c'est ce qu'écrit par exemple Pascal Puig, qui est prof de droit à l'Université de La Réunion. Bon, alors l'IPVS qui nous est proposé par Lucas Petot, qui est derrière moi, et Régis, qui est à ma droite, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, nous propose de parler de vulnérabilité liée à la santé, vulnérabilité au pluriel,
selon le dosage de leur domaine d'expression, état physique, psychologique, impacts sociaux, conséquences environnementales. Et ils y insistent dans une note de la Fondation Jean Jaurès, parue en septembre 2023, qui me paraît un peu la charte constitutive de votre projet quand même, hein. Enfin, tel que le vulgus a pu, comme moi, a pu en connaître. Et donc, ils ne définissent pas, d'ailleurs, dans ce texte, là, de la Fondation Jean Jaurès, le concept même de vulnérabilité. Ils considèrent sans doute, et si c'est le cas, ils ont bien raison, que le mot de vulnérabilité a un sens des plus clairs, ça a été rappelé comme ça, très simplement et très rigoureusement, en droit, ce qu'est la vulnérabilité. Ça tient en deux lignes, c'est clairement défini. Donc ce n'est pas la peine d'y passer trop de temps et de se livrer pour perdre du temps à ce sport que j'appelle énervant de l'épistémologie de comptoir, qui masque souvent son inutilité sociale, comme à Byzance ou Rome, sur les discussions du sexe des anges. Le temps est en effet venu, en matière de vulnérabilité, de passer à l'action. Et c'est de cette action dont je voudrais parler. Le mérite de l'IPVS que vous proposez me semble être de définir une nouvelle forme de vulnérabilité où se confrontent toutes les sources et toutes les formes de la vulnérabilité, c'est-à-dire celles liées à la santé. Bon, d'un certain point de vue, on pourrait dire que c'est normal que ça vienne des médecins, comme Régis, parce qu'au fond, ce n'est jamais qu'une extension, me semble-t-il, hein, du principe de maladie nosocomiale ou de vulnérabilité iatrogène, c'est-à-dire retrouver les sources sociales de la médecine, mais c'est très hippocratique, ça. Ça correspond à ce que on appelait l'examen du chevet du malade, c'est-à-dire l'environnement du malade. Bon, et la nouveauté, c'est qu'il s'impose désormais par sa très grande fréquence, alors qu'autrefois il était plus rare. Mais globalement, quand en 1537, Ambroise Paré écrit, ou dit, puis il a publié plus tard, mais il écrit dans un carnet de notes, je le pensais, Dieu le guérit. Ben d'accord, mais dans quel état celui qui guérit, celui qui pensa, pâtit-il pendant de longues années? Et eux, songeons-y, ces chevaliers revenus d'Azincourt, à qui sans cesse reviendront les âmes envolées de leurs chers compagnons, partis vers les nuées, partout des papillons. Vous savez que vous qui êtes ici, à Dijon, où il y a tant de splendeur gothique, les papillons dans l'art de la fin du Moyen-Âge, c'est sur les tableaux religieux, tout ça, c'est toujours les âmes des morts qui s'envolent vers le paradis. Donc c'est pour ça que les figures d'Azincourt, les représentations qu'on en a, il y en a ici, hein, au Musée des Beaux-Arts, si extraordinaire, de Dijon, il y a ça. C'est pour ça que je le cite, hein, si vous avez le temps cet après-midi. Donc il ne vous surprendra pas qu'à toutes ces vulnérabilités, et j'ajoute la vulnérabilité territoriale, et que je quitte ainsi le champ de la causalité unique. C'est une vulnérabilité instantanée, sous nos yeux, donc objet possible d'analyse, que la vulnérabilité territoriale, qui concentre ici ou là plusieurs facteurs de risque. La vulnérabilité, les vulnérabilités. Ce que je veux dire, c'est que les vulnérabilités, en fait, sous des dehors variés, c'est toujours la même chose au fond. Toutes ces vulnérabilités dont je viens de parler ont un caractère commun. Toutes ces vulnérabilités ont un caractère commun dès lors qu'on cherche à les définir au-delà de leur registre de causalité et qu'on cherche à les définir par ce qu'elles sont, la façon dont elles se présentent à nous à l'instant où nous parlons et où nous avons à nous en occuper. Je vais citer ici un ouvrage récent paru aux presses de l'École des hautes études en santé publique à Rennes qui s'appelle « Environnement et santé publique », dans lequel les auteurs
Il y a beaucoup de Québécois, du reste, dans cet ouvrage qui est paru en septembre 23, enfin, il n'y a pas trop longtemps du tout. Les auteurs dressent comment, c'est logique, c'est bien pour les étudiants, c'est bien pour tout le monde, dressent une intéressante revue des définitions de la vulnérabilité, celles qui sont observées dans le registre du changement climatique, de l'écologie, de l'épidémiologie, de la gestion des catastrophes, de la médecine sociale, de la santé publique. Et je ne les cite pas parce qu'on n'a pas trop de temps, mais en gros, quel est le point commun à toutes ces définitions que les auteurs donnent de la vulnérabilité et quel est le point commun de ces définitions avec aussi celles que peuvent donner d'autres auteurs? Eh bien, toutes ces définitions renvoient à des situations d'aliénation de la liberté ou de la capacité à se protéger. Ça a encore été dit dans ta définition que tu as donnée, Anne, de ce qu'est la vulnérabilité, c'est-à-dire un amoindrissement de la liberté de l'individu. Et la liberté, c'est évidemment la propension qu'on a ou qu'on n'a pas à réagir à des agressions extérieures. Donc, au fond, ces vulnérabilités rentrent largement bien dans le cadre de la définition de la vulnérabilité qu'a donné Karl Marx, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, en socio-économie. Dans un petit bouquin là qui s'appelle Les 100 mots de la sociologie, qui pour quelqu'un comme moi est bien suffisant, hein, c'est Philippe Coulangeon, un sociologue de très bonne qualité, qui cite et qui nous dit « Le concept d'aliénation a été initialement importé en sociologie par Karl Marx pour caractériser la condition des travailleurs en régime capitaliste, séparés du produit de leur travail et privés de la maîtrise de son organisation. Il désigne par extension l'ensemble des situations de dépossession de l'individu au profit d'entités extérieures et de perte de maîtrise des finalités de son activité. De fait, l'aliénation, et on rejoint là la définition de la vulnérabilité en droit, de fait, l'aliénation aboutit à priver l'homme de son humanité en l'assimilant à un rouage interchangeable et privé du contrôle de lui-même. Bon, ça mérite examen, une telle phrase, mais tout y est au fond. Et pour résumer, on pourrait dire, finalement, on pourrait dire que les pièces qui sortent de l'usine ne sont pas signées. C'est Dijon qui m'y a fait penser hier après-midi. Les pièces qui sortent de l'usine ne sont pas signées, alors que beaucoup de pierres des cathédrales et des églises si nombreuses dans Dijon le sont, et sont donc l'œuvre de quelqu'un, une personne, comme tu le disais justement, et pas un sujet, un patient, un ouvrier, etc. Et sont signées même parfois par une image, comme une chouette, comme on peut le voir à deux pas d'ici, tout le monde connaît la chouette de Dijon. Même chose, même cause donc. L'aliénation est commune à toutes les vulnérabilités. Elle est d'abord la conséquence d'un rapport de domination qui est imposé à l'individu ou au groupe par un individu ou un groupe d'individus par le biais de la norme ou de la violence qui peut être symbolique, mais hélas pas toujours, et par extension, par un agent pathogène. Le coronavirus est une forme de domination qui nous est imposée. Les causes de la vulnérabilité en santé sont donc d'origine sociale, même lorsqu'elles nous paraissent purement médicales. Elles sont, dans tous les cas, intriquées et se potentialisent. Il est donc tout à fait banal de rappeler ou de souligner qu'aujourd'hui en France comme ailleurs, mais aussi en France, chez nous, ici et maintenant, les 3/4 des dépenses de santé sont consacrées à réparer ce que la société a elle-même fabriqué, selon la jolie formule que m'a enseignée Franck Chauvin, que je cite librement, hein, tu préciseras tout à l'heure. Cette observation, elle est du reste extrêmement ancienne. Voyons, songez que c'est l'Allemand Peter Frank qui, au début du XIXe siècle, fin XVIIIe, début XIXe, qui est le père de la santé publique, un peu méprisé en France parce qu'allemand, hein, faut dire les choses, mais aussi parce qu'il a été très largement récupéré par les nazis, mais là, comme des chercheurs français de la fin du XIXe, hein, Lapouge et les autres, qui est le premier à avoir insisté sur l'origine sociale des maladies et ainsi donc créer la santé publique. Patrice Bourdelet, l'historien de la santé, nous rappelle qu'il fut marqué par la philosophie de Jean-Jacques Rousseau,
Ça parle ici à Dijon, puisque c'est ici que Jean-Jacques, ou pour ici que Jean-Jacques Rousseau a écrit son célèbre discours sur l'origine de l'inégalité et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, et que finalement la santé publique a décalqué du rousseauisme la théorie de l'homme naturellement bon et de la société corruptrice. En effet, pour Franck, l'homme naturel, l'homme primitif, tout le monde connaît ce mythe qui va se développer ensuite du bon sauvage, l'homme à l'état de nature est en bonne santé. Ah ouais, bon, on le sait, c'était déjà chez Caton, l'ancien, dans le De Agricola, qui était un livre de chevet quand j'étais jeune chez moi. Et dans le De Agricola de Caton, on apprend que si on veut bien vivre, il faut manger du raisin, il faut avoir une vie comme ça, naturelle, saine. En France, ces travaux-là, ils ont été prolongés, ceux de Franck, par les travaux de Louis-Eugène Villermé, un autre nom que nous devons tous connaître, sur ses travaux sur la mentalité sociale et professionnelle. L'affaire, elle est donc de longue date entendue, et je ne vais pas faire un cours d'histoire, pour empêcher les vulnérabilités qui sont d'origine sociale, eh bien, il faut changer les bases du fonctionnement de notre système économique et social, et donc il faut renverser le capitalisme. Il faut changer de monde. Tout le reste, ce ne sont que des rustines inutiles ou un rideau de fumée destiné à détourner la colère du peuple contre ceux qui l'exploitent ou le dominent du haut de leur capital symbolique. Ça fait un peu violent de dire ça, mais ça n'est pas du tout, car en réalité, c'est la réalité. On en est à un stade où il est peut-être plus moyen de faire autrement. Car en effet, comment cherche-t-on dans notre société et comment vois-je depuis tout petit qu'on veut lutter contre les vulnérabilités? Eh bien, par des rustines. Vous avez une avitaminose? Tenez, prenez ce comprimé de vitamine C. C'est un marché comme un autre, la vulnérabilité. Un marché parfumé à l'orange, à la banane, à la menthe ou à la bergamote, comme d'autres médicaments le sont à la fraise, histoire qu'on les aime. N'allons pas cependant trop loin, ne distribuons pas des oranges gratuitement. Il y en aurait plus après pour le marché de la vente de l'orange. Ça serait dommage. De la même façon, prenez donc une ampoule de vitamine D et restez dans vos cités. On ne va pas vous amener à la mer, on ne serait plus entre nous à Saint-Trope ou à la Baule. Parce que je grossis un peu le trait, mais c'est pour qu'on le comprenne bien. C'est vrai ça. Pourquoi ne pas emmener des enfants davantage à la mer, comme le Secours populaire, par exemple, cherche à le faire? Pourquoi ne pas faire ça davantage que distribuer des ampoules de vitamine D et de renvoyer les gars dans leur cité? Mais il y a plus grave, c'est le rideau de fumée. Et j'ai encore quelques minutes. Ah oui, mais j'ai encore 10 minutes. Ah, super. Mais il y a plus grave, c'est le rideau de fumée. Parce que le reste, c'est tellement évident que c'est grossier. Mais le rideau de fumée. Le capitalisme, ici, dans la région, comme ailleurs, a vite compris dès la fin du XIXe siècle que désinfecter, vacciner, sécuriser, ce n'était pas inutile pour favoriser l'accumulation du capital, car les accidents du travail, c'est l'objet des premières lois contre les vulnérabilités, les lois sur le travail. Eh bien, que les accidents du travail menaçaient l'accumulation du capital, et donc qu'il fallait favoriser ces actions-là d'hygiène collective. Mais pas trop quand même, parce qu'il ne faudrait pas que ça coûte trop cher. En revanche, c'est bien ça, par le biais des affichettes, par le biais des propos aujourd'hui qu'on peut venir tenir à la télévision. Je ne vais pas citer de noms de ministres passés pendant le Covid, mais vous les avez en tête. Tout ça, ça fait croire qu'on s'occupe des problèmes, et la puissance étatique qui est au service de l'économie n'est pas en reste pour le faire croire. C'est aussi, ça explique quelque chose dont on parle souvent, c'est la responsabilisation, la culpabilisation des individus dans leur état de santé. Vous êtes malade, c'est votre faute en gros, même si pourtant toutes les causes fondamentales viennent beaucoup de l'environnement social dans lequel on est.
Eh bien, c'est bien ça, la culpabilisation des individus en matière de vulnérabilité. Vous êtes vulnérable, c'est votre faute, parce que ça calme la lutte des classes, parce que ça crée de la honte. Et quand on est honteux, on est évidemment peu revendicatif. Ça fait baisser la tête et ça ne coûte que de menus moyens de propagande. Autre exemple, le système économique capitaliste, il repose bien sûr, ce n'est pas un gros mot de le nommer ainsi, sur la recherche continue du profit, ou si l'on préfère, sur l'accumulation infinie du capital économique. Ce système doit donc créer de nouveaux marchés en permanence. Il a tout intérêt à la commercialisation de traitements toujours plus onéreux, et ça me fait penser à cette discussion tout à l'heure sur la génomique, toujours de traitements plus onéreux, au moins un peu utiles, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir passer devant les concurrents éventuels. Il ne s'agit pas ici de philanthropie du tout, mais purement de profit. On avance lentement, step by step, en mettant sur le marché de nouveaux traitements qui apportent un gain qui n'est jamais vraiment radical. Parfois, il peut l'être. Après tout, quand on a généralisé les stents en France, on a libéré de plein de mortalité cardiaque. Bon. Et puis plein d'autres exemples. Je passe. Mais on pourrait dire ça aussi de la médecine personnalisée. Ça rejoint ce qu'on disait à l'instant, là, tout à l'heure, qui mine en fait les principes sur lesquels sont établis les régimes de sécurité sociale, les assurances maladie obligatoires. C'est donc doublement intéressant, cette médecine personnalisée, pour le capitalisme, même s'il détruit toute une histoire, celle sur laquelle s'est construite notre société. Être solidaire, en effet, mais je crois que tu l'as évoqué dans ta question, Franck, tout à l'heure, être solidaire, ce n'est pas faire un rêve d'immortalité, vous voyez Elon Musk et tout ce à quoi je peux me référer ici. Être solidaire, c'est un rêve d'égalité et un comportement de fraternité. C'est un rêve que l'on veut faire ici. Et je crois qu'on a les moyens de faire rentrer le génie génomique dans sa bouteille. Et je vais dire au final comment. En tout cas, ce serait un rêve qui éviterait bien des dépenses inutiles, c'est très facile de le montrer, et je ne vais pas donc le faire. C'est finalement tout cela ce qui explique l'état peu avancé où nous en sommes de la lutte contre les vulnérabilités. Il ne faut pas se la raconter davantage, ça ne sert à rien. D'un côté, on a une idéologie, il y a une contradiction fondamentale dans ce que nous faisons. D'un côté, il y a une idéologie économique libérale qui est constituée par le capitalisme, qui est systématiquement hostile à toute réglementation et à toute dépense qui viendrait écorner le profit. Donc il freine des cas de fer, toujours. C'est normal, puisqu'il est bâti sur l'accumulation de capital. On ne saurait le lui reprocher, une fois admis ce mécanisme. De l'autre, fondé sur la liberté d'entreprendre, qui va avec la recherche de l'accumulation de capital et qui la favorise, eh bien, en fait, l'idéologie économique libérale est hostile à toutes les mesures limitatives de liberté individuelle et ne veut pas que sous une forme ou une autre, ce que la santé publique nécessairement empiète, que sous une forme ou une autre, donc elle empiète sur la propriété privée qui doit rester sacrée pour avoir de la valeur et qui doit aussi être à la fois inviolable, mais cependant toujours monnayable. Donc je parle vite, mais si on réfléchit, le mécanisme il est assez clair. Voilà qui explique donc finalement le peu de crédit, au singulier comme au pluriel, finalement accordé à la lutte contre les vulnérabilités et en général à la santé publique. C'est évidemment que ces deux attitudes que je viens d'invoquer, ne pas trop dépenser, qu'on n'empiète pas sur la liberté d'entreprendre, etc., eh bien, sont au fondement même du régime capitaliste dans lequel nous vivons. En conséquence, eh bien, on comprend que le capitalisme est le plus grand fabricant des inégalités de tous les temps, tout en faisant semblant de se soucier de les réduire, par exemple en s'attribuant le mérite de la création de la sécurité sociale, et en le redisant sans cesse, et
et on parle davantage de Pierre Laroque que d'Ambroise Croizat, par exemple. Mais en fait, depuis même la création de la sécurité sociale, c'est-à-dire depuis sa mise en œuvre en 1948, parce qu'il y a l'ordonnance, bien sûr, mais la vraie mise en œuvre, c'est à partir de 1947-1948, en s'attachant à la détruire, c'est-à-dire en privatisant de plus en plus les remboursements par le biais des mutuelles, etc. En conclusion, et je serai dans les temps, pour une fois, c'est pas mal, en vieillissant, je m'améliore. En conclusion, à l'IPVS, c'est mon slogan, là, je sais pas quoi, ouais, le slogan. À l'IPVS, la recherche doit être un sport de combat. Pour preuve de ce que j'ai dit, on peut déjà se poser la question de savoir pourquoi ce qui est vrai de très longue date, les vulnérabilités, le peu d'effet de la lutte contre les vulnérabilités, puisqu'elles subsistent, est encore vrai aujourd'hui. En effet, pour essayer de débloquer la situation, on peut penser à cette phrase de Bourdieu, à la page 1454, je crois, de La misère du monde, vous savez, cet énorme pavé publié en 93, et à la fin, il fait une sorte de résumé brillant, comme on rêverait pouvoir écrire, et il dit mais ce que le monde social a fait, je vous invite tous ici, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, à méditer cette phrase, parce que c'est pour nous guider dans l'action, c'est une belle phrase, tu le diras peut-être. Ce que le monde social a fait, le monde social peut, armé du savoir, le défaire. Voilà l'objectif majeur de l'IPVS, me semble-t-il. Alors, à l'inaction, ou à la réflexion, comme j'ai dit tout à l'heure, d'épistémologie de comptoir, il faut opposer un esprit de lutte dans nos pensées, dans la recherche. Faire de la recherche sur l'invulnérabilité, c'est bien un sport de combat, et vous savez tous que c'est une expression de Pierre Bourdieu dans un documentaire à la télé, enfin au film, mais qui est toujours pas passé à la télé d'ailleurs, sur la sociologie, et qui avait été fait en 2001 par un monsieur qui s'appelait Pierre Carle, qui a fait ce documentaire célèbre. Et je vous redis donc la phrase entière de Pierre Bourdieu, parce qu'elle mérite d'être méditée. Je dis souvent, comme les propos d'Anne, je dis souvent que la sociologie est un sport de combat, comme un sport de combat, et c'est là qu'on comprend mieux le truc, c'est pas juste faire le clown et faire du catch, on s'en sert pour se défendre, essentiellement, et on n'a pas le droit de s'en servir pour faire de mauvais coups. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de combattre avec des armes interdites. Il y a des règles. Les règles, c'est les faits qu'on doit mettre au milieu de la scène. Et évidemment, là, l'observatoire a sa première, une grande vertu, quoi. Bon, alors, je ne vais pas développer comment faire rentrer le génie de la génomique dans la bouteille, mais en fait, en luttant contre les inepties du truc et en montrant que ce n'est que la recherche de nouveaux marchés qui y conduit. Bon, donc, il faut se lever dans la recherche et renverser la table et pas continuer de se gaver de vitamines ou de tout autre médicament. Il faut se lever et renverser la table, c'est-à-dire remettre en cause même l'origine des rapports de domination qui sont à la source des vulnérabilités. Ça signifie que la recherche est une nécessité pour décrire la réalité, pour relever les causalités fondamentales et pas seulement superficielles. Mais cette phase initiale d'acquisition des connaissances, qui seront l'outil ou les armes de la lutte, est évidemment insuffisant, même si c'est une phase évidemment nécessaire. En effet, pour combattre un ennemi, il faut savoir où il se terre, où il se cache, et il faut le débusquer. Ici arrive la nécessité de l'approche territoriale, mais le message, il est extrêmement simple. C'est la géographie des vulnérabilités, elle passe donc d'abord par l'observation la plus exacte de la localisation des événements, c'est-à-dire de chercher à répondre à la question « où ?» tout simplement. Où c'est
Ce n'est pas n'importe où, c'est quelque part incarné dans des sociétés humaines, dans des populations, auprès d'individus ou de groupes d'individus. Vient très vite après cette question « où ?» la série de questions qui sont les questions de la géographie, telles que j'ai déjà exprimé ça dans des bouquins. Où, d'accord, mais où, depuis quand? Où, comment? Selon quel processus? Où, avec quoi? Où, avec qui? Où, pourquoi, finalement? Voilà qui devrait nous occuper au sein de l'Institut de prévention des vulnérabilités liées à la santé et de son observatoire. Et c'était donc le point de vue du géographe dans cette journée de lancement. Je peux le limiter à ce message terminal parce que j'ai aussi voulu exposer la vue du citoyen, car comme tu l'as fortement dit, Régis, à plusieurs reprises ce matin, c'est vraiment ce dont il s'agit, c'est de décloisonner. Et j'y peux rien, mais le géographe que je suis, professeur émérite de l'université depuis peu, c'est aussi un être humain. Je suis le citoyen d'une république que l'on dit sociale, de par la loi, article 1, et il peut souhaiter s'exprimer aussi en tant que tel. Et puis, je ne voudrais pas être victime d'une nouvelle aliénation, une assignation, comme on peut dire aussi dans ce cas-là, qui me réduirait au simple statut de géographe. Peut-être tout simplement parce que voulez-vous, je suis aussi si vulnérable. Merci à tous. Merci.